Tiens, cette question à présent, où placer, si d'aventure vous deviez en toucher, vos primes d'intéressement et de participation dans cette conjoncture boursière plutôt agitée? Réponse avec Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Bonjour Christian. Bonjour David. Ça va? Très bien. Ça me manque cette époque-là, vous étiez en face de moi, où on ricanait ensemble. Et d'ailleurs, je vais faire une petite vanne, mais l'heure est plus à la déprime qu'à la prime, non? Pas forcément. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde, si vous êtes enfin, une déprime, Christian, une déprime, c'est une prime qui est décevante, hein, vous avez compris. Oui, oui. Lorsque vous êtes salarié actionnaire, je dirais qu'aujourd'hui, vous avez une bonne raison de vous réjouir et puis une mauvaise. Bon, la mauvaise, c'est bien sûr l'évolution des cours de bourse, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, vous avez plus d'actionnaires salariés que d'actionnaires individuels. Et c'est vrai que bon, ils ont été victimes, comme tous les actionnaires, de la chute des cours depuis le début de l'année. Ah, la bonne raison, au-delà du jeu de mots, effectivement, David, de se réjouir, bon, c'est que au mois d'avril et au mois de mai, c'est l'époque de la distribution, donc des primes d'intéressement et de participation sur l'exercice qui s'est terminé au 31 décembre 2019, donc pas affecté par le coronavirus. Et donc c'est en ce moment que vous allez savoir combien votre compte va être crédité, sachant que le gouvernement a pris une ordonnance le 25 mars 2020 et qui donne la possibilité aux entreprises de verser ces primes non pas jusqu'au 1er juin, mais jusqu'au 31 décembre 2020, donc à titre exceptionnel, donc crise sanitaire oblige. Ceci dit, lorsqu'on regarde un petit peu en pratique et qu'on interroge les entreprises, on se rend compte que la majorité, sauf il y aura quelques opérations qui vont être reportées, mais la plupart vont quand même verser ces primes en avril et en mai. Donc, beaucoup de Français sont concernés. C'est maintenant que ça se passe. Christian, il y a beaucoup de Français vraiment, parce que on est en millions évidemment, mais combien? Alors on est en millions, il y a environ plus de 10 millions de salariés concernés, soit près d'un sur deux. Et il faut savoir que si on regarde un tout petit peu les chiffres d'intéressement et de participation qui ont été distribués l'année dernière, donc cette année c'est beaucoup trop tôt, c'est quelques 10 milliards d'euros qui vont quand même être distribués. Ah ouais, quand même. Donc ça concerne beaucoup de salariés, 10 millions, et ça concerne des montants importants. Donc ça fait combien en moyenne si on fait le calcul de tête? Ça, alors, ça fait 1000 euros, il faut regarder selon les dispositifs. Ce qui est sûr, c'est que pour un cadre, ça peut représenter facilement plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Première décision à prendre quand on touche ces... Alors, effectivement, il y a des décisions. On peut s'en servir pour les consommer d'ailleurs, non? Alors, tout à fait. Vous pouvez, si vous le souhaitez, décider, notamment si vous avez eu une baisse de revenus, d'encaisser ces primes qui sont souvent considérées comme un complément de salaire. Mais il faut savoir que si vous les encaissez, ce revenu complémentaire, bien sûr, va s'ajouter à votre salaire et donc vous allez être prélevé à la source en fonction de votre taux de prélèvement à la source. Donc ça signifie très concrètement pour un cadre, c'est 15 à 20% des primes qui vont tomber dans les poches de l'administration fiscale. Donc là, si vous n'avez pas besoin de liquidité, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon nombre de salariés sont peu ou prou protégés par le chômage partiel, donc tous n'ont pas forcément besoin de liquidité ou d'un complément de revenu aujourd'hui. Dans une optique de moyen long terme, sur le plan fiscal notamment, ce qui est le plus intéressant, bien sûr, c'est de placer cet argent, puisque dans ces cas-là, il ne sera pas fiscalisé. Seuls les prélèvements sociaux au taux de 9,7%, comme dans l'option 1, seront prélevés. Et surtout, vous ne payerez pas 1 euro d'impôt sur cette épargne. Alors, en contrepartie, il y en a toujours, c'est qu'elle est bloquée. Elle est bloquée pendant quelques années. Pendant 5 ans au minimum. Mais lorsque vous regardez un tout petit peu et que vous vous intéressez au fonctionnement de l'épargne salariale dans les détails, vous remarquez qu'il y a beaucoup de cas de déblocage anticipé, notamment en cas de licenciement, notamment en cas d'achat de la résidence principale, en cas de mariage, en cas de naissance d'un troisième enfant. Donc, certes, le législateur vous oblige, pour ne pas être imposé sur ces sommes, à les bloquer. Mais il y a quand même, dans un certain nombre de cas où vous pourriez avoir besoin de cet argent, la possibilité de le retirer. Donc la première décision, c'est quoi? La première décision, c'est de c'est de l'investir, c'est de la placer, vous pouvez, si vous avez les moyens. Et la dernière option, et qui n'est pas offerte par toutes les entreprises, c'est que certaines sociétés offrent la possibilité d'épargner une partie et d'investir une autre. C'est une option qui peut être un bon compromis entre épargne et consommation. Bon, ensuite on fait quoi Alors ensuite, il faut investir dans la bonne enveloppe fiscale.
Vous avez, on ne va pas faire trop de technique, mais vous avez trois options. Soit vous investissez dans ce qu'on appelle un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne retraite collectif, PERCO, donc PE, PERCO, ou alors, vous savez, le nouveau-né qui a été créé par la loi Pacte de mai 2019, un PER d'entreprise collective. On va oublier ce dernier parce que pour l'instant, seuls 340 000 salariés y ont accès. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup. Alors ça fait beaucoup en absolu, mais par rapport aux 10 millions de salariés qui sont concernés par l'épargne salariale, c'est pas grand-chose. C'est relativement peu. Donc le choix du revenu pour vos auditeurs et téléspectateurs en fait aujourd'hui, c'est de privilégier le PEE. Alors pourquoi le PEE? Parce que c'est l'enveloppe fiscale sur laquelle votre épargne sera immobilisée le moins longtemps. 5 ans. Uniquement 5 ans contre à la retraite avec les autres dispositifs. C'est ce qu'il faut leur conseiller avec une petite exception quand même, c'est que si votre entreprise vous encourage à verser sur des placements à plus long terme, notamment le PERCO, par un système d'abondement. Vous savez, vous versez 1 et l'entreprise verse 3. Ça peut être intéressant. Ça arrive souvent, ça, qu'on verse 1, que l'entreprise verse 3. Ah ben ça arrive souvent, oui, c'est tout le mécanisme de l'abondement. Non, mais le rapport 1 à 3 me paraît très important. Alors, c'est le plafond. C'est le plafond, oui, d'accord. Qui est autorisé. C'est vrai que beaucoup d'entreprises appliquent ce plafond simplement avec un deuxième plafond. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez multiplier par 3, mais à hauteur de 500 ou de 1000 euros. C'est-à-dire que, quelle que soit la somme que vous versez, de toute façon, l'entreprise, elle ne versera pas plus sur votre compte que 500 ou 1000 euros. Vous avez raison, David. Il y a les pièges se cachent dans les détails. Le diable se niche dans les détails. Donc on prend le PE et dans le PE, on met quoi? Parce que les marchés actions ont beaucoup baissé, on se dit que c'est l'occasion de rentrer. Mais en même temps, j'imagine que celles et ceux qui ont des primes depuis très longtemps, qui sont déjà dans des PE, ont déjà des actions s'ils en ont choisi. Alors, certains en ont déjà, mais pas tous. Il faut savoir qu'en fait, sur l'encours de l'épargne salariale, qui est quand même 145 milliards d'euros, donc quand même important, c'est à peu près la moitié du... 145 milliards d'euros, c'est quand même important. Sur ces 145, vous en avez 14%, soit environ 20 milliards, qui sont encore aujourd'hui placés en SICAV monétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez de placer votre argent sur les SICAV monétaires, c'est un placement qui aujourd'hui non seulement ne rapporte rien, mais qui vous fait perdre d'argent. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas y aller. Enfin, c'est garanti, alors, voilà. C'est le coût de la garantie. Peu ou prou une garantie. Disons qu'il n'y a pas une vraie garantie, mais disons que vous êtes certain de ne pas perdre 5, 10 ou 15%. En réalité, donc, la question c'est, sur quel fonds je place aujourd'hui mes primes d'intéressement et de participation? La réponse, elle dépend notamment, bien sûr, de vos goûts, de votre capacité à gérer des marchés baissiers et à accepter une baisse de la valeur de leur épargne. Mais très concrètement, ça dépend de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à immobiliser ces fonds. On a dit 5 ans. On a dit 5 ans. Voilà. Alors, imaginons 5 ans. Alors, 5 ans, c'est juste la durée difficile. 5 ans, on va mettre, je dirais, 20, 30% quand même en action. Ensuite, tout dépend aussi de vos goûts personnels et puis des placements que vous avez par ailleurs. Voilà. Le cas type, c'est si vous envisagez d'acheter votre logement et de retirer cette épargne salariale d'ici 1 ou 2 ans, là, il faut privilégier des placements sans risque. Évidemment. Si, à l'inverse, vous avez un horizon de placement de 5, 10 ou 15 ans, là, il faut effectivement privilégier des placements en actions et mieux vaut rentrer avec un CAC 40 à 4004 ou 4005 qu'avec un CAC 40 à 6000 comme en début d'année. Voilà. Reste le cas intermédiaire que vous évoquiez. Là, ça dépend je dirais, des placements que vous détenez par ailleurs. Et on peut imaginer une cote mal taillée, pourquoi pas 50-50. J'aurais tendance à conseiller à vos auditeurs 50% de monétaire et puis 50% de placement, je dirais, exposés au marché actions, aux marchés internationaux, puisque la diversification internationale et fonctionne bien dans cette crise, puisque le marché américain, voire même les marchés émergents, reculent nettement moins que le CAC 40. Donc il ne faut pas hésiter à diversifier ses placements à l'international. Sortir de France. Voilà, sortir de France, ce n'est pas forcément ce qu'on connaît le moins bien qui est le moins performant. Si on synthétise, on se quitte là-dessus, Christian, en 30 secondes, tout ce qu'on a dit là. Donc il y aura pour 10 millions de Français, de salariés, des prix d'intéressement et de participation. Donc on privilégie le PEE et en fonction de son horizon de placement, on met plus ou moins d'actions, c'est ça l'idée. Voilà, et s'il fallait résumer en une phrase, on dirait qu'on s'intéresse à son épargne salariale. Ce n'est pas uniquement un complément de revenus,
c'est une vraie épargne qui doit être gérée comme telle, et ni les services RH, ni vos syndicats, ni les gestionnaires de fonds ne vous conseilleront. Mais vous avez raison, dans la mesure du possible, on épargne cet argent afin de réduire la ponction fiscale. On choisit le PEE et au sein du PEE, on choisit des fonds dont les caractéristiques vous conviennent, notamment en fonction de votre horizon de placement. L'erreur à éviter, c'est de placer la totalité sur des SICAV monétaires alors que vous savez que vous n'aurez pas besoin de cet argent pendant 5 ou 10 ans. La durée moyenne, David, d'immobilisation des fonds sur un PEE, c'est de 9 ans. Donc attention, il faut se positionner sur des fonds dont les caractéristiques sont en phase avec vos besoins et avec la durée d'immobilisation de l'argent. S'il y avait un seul conseil, ça serait celui-là. Et sur le plan pratique, vous avez raison, on épargne dans la mesure du possible, on privilégie le PEE. Et là-dessus, on va dire qu'il faut sans doute oser les actions en fonction de votre profil d'investisseur, mais ce n'est pas un mauvais moment pour commencer à s'intéresser à la bourse. On se quitte là-dessus. Qu'est-ce qu'on lit cette semaine dans le revenu? On voit la couverture. Les AG, évidemment, l'Assemblée générale. Elles sont à huis clos, globalement. Hein. Alors, les AG sont globalement à huis clos. Alors, il peut y avoir des systèmes de téléconférence. D'une façon générale, ce sont des conseils pour, faire face à la crise, aussi bien en bourse, en immobilier, en assurance vie qu'en fiscalité. Voilà, on explique aux lecteurs et aux Français comment compenser la perte de revenus. Là, je pense en particulier aux indépendants, aux commerciaux, aux professions libérales. Comment réduire leurs impôts, comment puiser dans leurs placements, voire pour certains, comment recourir au crédit. Voilà un numéro comme tous les numéros du Revenu Hebdo en ce moment, consacrés 100% à cette actualité chaude et à la crise sanitaire. Des solutions pratiques. Voilà, merci. À lire cette semaine, ce week-end tranquillement dans le Revenu. Merci beaucoup Christian Fontaine, journaliste donc à Hebdomadaire et au Mensuel. Merci, bye. Bye, au revoir.